Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Je m'appelle Thibaut de Saint-Blancard, je suis cofondateur de Compagnie. Et donc, on est ravis de vous accueillir avec, avec, euh, avec Arnold et Arnaud, que je vais présenter juste après. Donc, voilà, on est ravis de vous accueillir pendant ce webinaire qui va durer 1 heure, dont le thème est l'impact économique de la transformation managériale. Donc, voilà, c'est un vaste thème. Et donc, voilà, on n'arrivera probablement pas à faire le tour en 1 heure, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment pour nous euh, de, de commencer à parler du sujet. Donc, je suis très content d'accueillir aujourd'hui Arnold Coquette, qui est dirigeant de Vivat, et Arnaud Caille, qui est dirigeant de l'AMFAD, qui vont peut-être se représenter juste après. Mais merci beaucoup, les amis, d'avoir accepté de venir témoigner, justement sur ce sujet qui est vraiment pas très simple. Donc voilà, ce que je peux vous proposer pour cette heure qu'on va passer ensemble, c'est qu'on commence voilà, par discuter un peu tous les trois avec Arnold et Arnaud pendant 20-25 minutes, hein. L'idée, c'est de ne pas forcément parler trop longtemps parce que l'objectif ensuite, c'est vraiment qu'on crée un échange avec vous, qu'on puisse recueillir un peu vos questions et vos réactions par rapport à ce thème. Donc voilà, c'est un gros tiers d'échange à trois et ensuite 30-35 minutes où on peut répondre aux questions. Voilà, donc comme je vous disais, donc moi j'ai cofondé Compagnie. Pour ceux qui ne connaissent pas Compagnie, Compagnie c'est un organisme de formation et d'accompagnement. On accompagne des structures médico-sociales, que ce soit des structures d'aide à domicile ou des EHPAD, des établissements d'ailleurs médico-sociaux, sur des sujets à la fois de transformation organisationnelle, mais aussi sur tout ce qui relève de la dimension humaine de nos métiers, et des formations sur la communication, sur pas mal de sujets passionnants qui font notre métier. Et donc voilà, aujourd'hui, on voulait vous parler, donc avec Arnold et Arnaud, on voulait vous parler de l'impact économique de la transformation. Euh, Parce que la transformation, finalement, on en parle beaucoup depuis quelques années. Tout le monde sait à peu près ce que c'est. Tout le monde a entendu parler peut-être de Buurtzorg ou de certaines initiatives qui ont émergé ces dernières années et qui ont pu en inspirer beaucoup sur des voies à suivre. Euh, la transformation aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, de plus en plus avec le recul dont on dispose, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul dont on dispose, on voit qu'il y a une cinquantaine de structures, voire un petit peu plus, qui se sont mis en chemin vers des transformations organisationnelles. Et en fait, on voit que cette transformation, c'est vraiment pas un modèle organisationnel qui est figé, mais c'est au contraire une philosophie. Et la philosophie qui est de remettre l'humain au cœur de nos pratiques, qui est de faire en sorte que les décisions soient prises soient prises par les bonnes personnes, pardon. Et donc il y a plein de manières de se transformer, évidemment. Et donc la transformation aussi, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup notamment parce qu'au début, il faut se jeter à l'eau. Ça a un certain coût, entre guillemets, ou plutôt c'est un investissement. C'est un investissement assez conséquent, un investissement humain, parce que ça requiert une vraie énergie qu'on va mettre au sein de la structure. C'est aussi un investissement financier. Et ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Après, ce dont on parle moins, en revanche, alors, plutôt, on parle aussi beaucoup de ce que ça rapporte sur le plan humain, parce qu'effectivement, la transformation, si on l'a fait, c'est parce qu'on pense que ça va générer un meilleur cadre de travail, ça va générer des relations plus fluides, ça va générer un meilleur engagement des professionnels, et du coup, in fine, un meilleur accompagnement pour les bénéficiaires. Et c'est vrai qu'on ne parle pas tant que ça de l'impact économique, finalement, de la transfo. C'est un peu tabou à l'origine parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il ne faut pas forcément faire ça pour ça. On dit souvent, ben non, en fait, si tu transformes ton organisation, il faut le faire vraiment parce que tu en as envie, parce que ça répond à une envie. Et il ne faut pas la faire pour des raisons économiques. Alors oui, évidemment, la transformation, il faut la faire si elle est authentiquement souhaitée. Maintenant, ce n'est pas inintéressant à un moment de s'interroger sur les répercussions économiques de la transformation,
parce qu'évidemment, elles sont là, parce que la transformation change beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est pas un webinaire sur le financement de la transformation, c'est un sujet qui est très différent. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va vous renvoyer en fin de webinaire le compte-rendu du très beau webinaire qui avait été fait par le collectif Humain d'abord sur le sujet du financement au mois de décembre, où il y a pas mal de pistes de financement qui avaient été partagées. Donc ça, on vous renverra le compte-rendu à la fin de ce webinaire. Là, vraiment, on voulait parler voilà, des conséquences économiques. Donc, je vais m'arrêter pour l'intro, je vous rassure. Mais voilà, ce qui m'intéressait en invitant Arnold et Arnaud, c'est qu'Arnold et Arnaud, alors Arnold dirige une entreprise, Arnaud dirige une association, et Arnold et Arnaud ont finalement donc ont fait évoluer tous les deux leur organisation et s'y sont pris de manière très différente. Bon, vous raconter ça. Arnaud est plutôt passé par de la formation, là où Arnold a plutôt été accompagné par des consultants. Donc voilà, les moyens étaient différents, les moyens de départ. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est que dans un premier temps, Arnold et Arnaud vous racontent assez brièvement un peu leur expérience. Et comme ça, après, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, parce que des questions, il y en aura probablement, c'est que vous les mettiez sur le chat, donc dans l'onglet discuter, vous les notez et nous, on va les répertorier et après, comme ça, on y répondra avec plaisir. Voilà, est-ce que Arnold et Arnaud, vous pouvez peut-être vous représenter très, très brièvement et puis raconter en quelques mots quand déjà vous vous êtes lancé dans cette transfo et puis comme ça, après, on va rentrer dans le vif du sujet. Arnaud, tu veux commencer? Ouais, donc moi c'est Arnaud. Effectivement, je suis directeur de plusieurs structures, de 2 SAD qui sont situés dans le nord, un qui est à Maubeuge et un qui est à Dunkerque. Et à côté de ça, je dirige aussi une communauté de centres de santé infirmiers qui est partenaire de Buurtzorg dans le département également. Nous, sur les 2 SAD, une situation très différente. La première, c'est effectivement la MFAD, où on s'est lancé dans la transformation organisationnelle, mais pas que, surtout culturelle. En fait, les réflexions commencent en 2019 pour vraiment se lancer dans l'eau en 2020, juste après le premier confinement. Et sur notre site qui s'appelle DSDK à Dunkerque, on est juste au tout début de la transformation. Donc, deux vécus qui sont complètement différents. Donc, comme disait Thibaut, nous, on a beaucoup axé sur la formation des équipes à la MFAD. On a aussi été accompagné, mais peut-être de façon en tout cas moins intense et moins sur la durée qu'Arnold. On a été au tout départ pour amorcer un peu la brèche, et ensuite est venu le temps de la formation où en une année on a formé tous nos salariés pour savoir évoluer en équipe autonome. C'est-à-dire qu'en fait en un an de temps on a formé 200 salariés pour ça. On a aussi formé ce qui était avant les managers, qui sont devenus du coup des coachs chez nous pour accompagner les équipes. J'essaye de pas trop en dire pour laisser Arnold parler. Beaucoup. Arnold? Ouais, bonjour à tous. Arnaud ne veut pas spoiler, savoir si est-ce que c'est rentable ou pas de fonctionner en équipe autonome. Bon, on la mèche, mais on va attendre un peu, un petit peu. Donc, je suis Arnold Fouquet, je suis fondateur d'un service d'aide à domicile autorisé qui s'appelle Vivat à Lille. Donc là, j'ai un vent du Nord qui souffle fort aujourd'hui sur cette visio. Et puis, on a un peu la particularité d'avoir été un peu précurseur sur la transformation organisationnelle au niveau des équipes autonomes, puisqu'on a abordé le sujet en 2017 avec une transformation. Alors moi, je ne suis pas passé ni par la case consultant, mais ni par la case formation, parce qu'en fait, les consultants n'existaient pas encore, les formations non plus. Donc, je suis passé un peu par le apprendre en faisant, voilà, brique après brique, avec une envie d'aller très vite. Donc, voilà, je suis plutôt en mode cascadeur, transformation un peu brutale, avec tous les côtés négatifs que ça peut apporter, mais aussi peut-être aussi
les côtés positifs qui se sont manifestés un petit peu, peut-être un peu plus rapidement que chez d'autres acteurs. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on rentre un peu dans la réalité du sujet, là, Thibaut, le truc, Ouais. combien ça coûte, quand, qu'est-ce Non, qu'il y non, a. non, mais c'est très bien. En Hein, gros, comment on fait? ce qui est intéressant, et ce qu'on peut voir déjà, c'est que voilà, Arnold et Arnaud ont un vrai recul hein, déjà, parce que donc Arnold, vous disiez 2017, donc ça fait 6 ans quand même, donc ça date, et Arnaud 2020, donc là aussi, il y a quand même un petit peu de recul. Donc ouais, moi, ce qui m'intéressait déjà, c'est de voir un peu en deux parties, de voir un peu à court terme et à moyen long terme les impacts. Donc peut-être plus rapidement court terme, parce qu'en plus c'est un sujet qu'on connaît. Est-ce que vous pourriez partager un peu le coût ou l'investissement en tout cas que vous avez mis sur cette transformation, l'investissement humain et l'investissement peut-être l'investissement financier aussi. Est-ce que vous pouvez partager ça un petit peu et comme ça après on verra ce que ça a généré. Ouais. Vas-y, tu veux commencer? Nous, de notre côté, en fait, si on reprend un petit peu combien ça a coûté, en tout cas au départ, et en fait, on est à peu près 220 salariés à la MFAD. L'investissement a coûté un peu plus de 200 000 euros si on met tout bout à bout. Donc, si on additionne, en fait, on serait plutôt sur un coût d'investissement de 1 000 euros par salarié. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a en fait? Derrière ça, il y a l'accompagnement, comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'accompagnement à la transfo, accompagnement collectif et j'ai envie de dire, et surtout l'accompagnement personnel de moi-même, hein, c'est-à-dire du dirigeant. Parce que on pourrait faire un webinaire complet là-dessus, mais le principal frein potentiel à la transformation, c'est son dirigeant lui-même. Donc, il serait vain d'imaginer que l'organisation peut se transformer sans que le dirigeant puisse se transformer. Donc là-dedans, dans cet accompagnement, je compte l'accompagnement du dirigeant qui est essentiel parce que non naturel. Je compte la formation, surtout la formation, c'est vraiment le plus gros poste de charge. À la fois formation en termes de coût pédagogique et de coût de remplacement pendant la formation. Donc, chez nous, c'était par salarié et 14 heures de formation sur une période d'1 an. Pour la formation des auxiliaires de vie, donc personnel de terrain, plus une formation beaucoup plus poussée pour nos anciens responsables qui a duré 10 jours, 12 jours, je crois, de cet ordre-là, pour apprendre à changer de posture. Voilà. Là-dedans, j'inclus aussi le temps de travail en plus au démarrage, c'est-à-dire les réunions nécessaires au lancement du projet. Voilà, on avait mis en place un système avec un comité de pilotage, etc. Donc voilà, tout ça dans les à peu près 1 000 euros par salarié. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Arnold, toi, tu peux nous partager un peu ça et du coup rebondir en direct? Ouais. Alors moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend d'où on part. Et forcément, peut-être plus on part de loin, plus le coût de transformation peut être élevé. J'intégrerai au-delà de la dimension un peu humaine, organisationnelle qu'a évoqué Arnaud de posture, je pense qu'il y a un prérequis aussi en termes de digitalisation, où en fait, si la structure n'a déjà pas d'aisance ou pas un niveau d'équipement digital très poussé, ça fait partie de l'investissement nécessaire. Pour moi, c'est un prérequis. Je ne sais pas si Arnaud, tu évoques, toi, par exemple, le coût digital là-dedans. Moi, je ne pense pas. C'est vraiment un coût de transformation. Donc, du coup, si une structure n'est pas complètement digitalisée, donc avec des smartphones professionnels, avec des salariés qui ont déjà peut-être l'aisance de l'utilisation, c'est déjà un coût qu'il faut anticiper. Et puis moi, après, je vois 3 typologies de coûts. En fait, il y a un coût d'accompagnement, ouais, parce qu'il faut que tout le monde change un petit peu de posture si on veut accorder un petit peu plus de confiance sur le terrain. Il faut que ce soit incarné, représenté, il faut que ça file. Et ça, faut apprendre à le faire. Donc, il y a ce coût d'accompagnement. Il y a clairement un coût de fonctionnement. Travailler en équipe autonome, ça génère de nouveaux coûts. On évoque les heures internes avec différentes typologies de ratios, des formations supplémentaires, etc. Et puis, je rajouterais, il y a des coûts de dysfonctionnement aussi, notamment sur des parcours de transformation, ou peut-être que des process qui fonctionnaient bien dans un modèle
pyramidales, il faut accepter de les réinterroger. Je pense par exemple au recrutement. Recrutement, ça peut paraître fonctionner de manière très efficace lorsque c'est pyramidal, lorsqu'on va le déléguer à des équipes de terrain. Il y a tout un temps d'apprentissage. Il faut accepter que en fait, ça va être un investissement et ça va générer des coûts de perte de candidats, de mauvaises explications, de mauvaises intégrations, etc. Alors, je ne sais pas s'il faut les anticiper ou les chiffrer, mais en tout cas, il faut en être conscient que le parcours de transformation, ça ne se résume pas à un simple investissement avec de la formation. Moi, je suis à peu près sur le même ordre d'estimation. En gros, sur une fourchette de 1 500 € par salarié sur tout un parcours de transformation, en intégrant l'ensemble des dommages collatéraux. Ce qu'il faut savoir aussi que sur les coûts de dysfonctionnement que je trouve assez conséquents, c'est que moi, pour l'avoir vécu, on a quand même 50% des équipes support qui sont parties pendant la période de transformation. Ça, vous redémarrez avec des nouvelles personnes, vous les intégrez, vous perdez du temps, etc. C'est quand même un coût assez conséquent. Voilà. Donc, en gros, globalement, moi, je base sur cet ordre d'évaluation de coût de transformation qui est autour de 1 500 € par salarié. Ok. Concerné. Ok. N'hésitez pas, je vous rappelle, hein, pour la partie questions après, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui est prévu. Et alors, si on parle, alors justement, je rebondis un peu là, tu parles du recrutement comme un possible coût de dysfonctionnement. Est-ce que le recrutement aussi a eu des effets, est-ce que le recrutement a été peut-être aussi simplifié ou pas avec la nouvelle organisation? Ça, c'est une question que je pose, c'est une question que je vous pose à vous deux. Est-ce que vous avez eu moins de mal à recruter? Est-ce que vous avez un coût d'intégration qui a baissé ou pas? Est-ce que vous avez eu de la cooptation, par exemple, ce qui réduit le coût du recrutement? Tu réponds, Arnaud, par exemple? Ouais, je veux bien. Alors, nous concernant, on n'a pas vu d'évolution sur la capacité de recrutement. Clairement, on n'a pas vu qu'il y avait plus d'aimants qui arrivaient, plus de cooptation, on l'a pas vu. On n'a pas vu une vague de personnes qui sont arrivées chez nous en disant ouais, ça règle les problèmes de recrutement. Non, on n'a pas vu ça, on l'a vraiment pas observé. Par contre, ce que tu disais en termes de coût d'intégration, ça oui. Puisque globalement, on est sur un ratio à peu près identique dans tout le secteur, c'est-à-dire qu'une personne sur deux nous quittait dans les 6 mois après son intégration. Avant la transfo, aujourd'hui, on est à peu près à une personne sur 4. On fait le ratio. Donc, ce qui veut dire qu'on a potentiellement besoin de 2 fois moins recrutés par avant, puisque du coup, les gens nous quittent 2 fois moins dans les premiers mois qui suivent leur intégration. D'accord. Ouais, donc un turnover qui baisse de manière assez importante. Ouais. Moi, j'ai envie de dire de manière assez factuelle, mais c'est vrai, je crois que d'un point de vue comptable, c'est infinitésimal comme conséquence. Bon, tout d'abord, c'est très compliqué de pouvoir estimer que notre modèle aujourd'hui, en termes de recrutement, va être plus efficace qu'une structure qui fonctionnerait de manière classique, parce qu'on n'a aucun élément de comparaison. Et si on reprend un peu l'historique sectoriel sur les 5 dernières années, avec le Covid, avec la désaffection régulière pour le secteur, c'est très compliqué de dire est-ce qu'on ferait mieux, est-ce qu'on ferait moins bien aujourd'hui si on était dans un système classique. Bon, c'est assez compliqué à poser. On peut avoir un sentiment de dire, je pense en tout cas, je ne suis pas sûr que mes process de recrutement seraient plus coûteux aujourd'hui de travailler en équipe autonome que d'avoir un modèle classique. Donc, je ne pense pas dépenser plus d'argent. Par contre, que le recrutement puisse être délégué directement à des auxiliaires de vie qui vont choisir elles-mêmes leurs futurs collègues, je trouve qu'en termes de probabilité d'efficacité du recrutement, on progresse. Et donc, moi, j'ai également sur le turnover sur les durées courtes, le turnover à moins de 4 mois,
On arrive à diminuer, alors je ne sais plus aujourd'hui si on est à 20%, mais on était sur des taux assez très importants de rebond et on a réussi. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'on est en équipe autonome, c'est aussi parce que le fait de travailler en équipe et de constater qu'il y avait un rebond important sur la période d'intégration, c'est que les équipes ont pu se mobiliser pour organiser différemment la montée à bord des nouveaux collaborateurs, qui aurait peut-être été compliqué avec un modèle classique en disant en fait la personne à un moment elle est affectée, on ne peut pas intervenir. Dans une équipe autonome, si sur un territoire on sait que les intégrations sont plus importantes du fait de la rareté des profils et des enjeux de recrutement, on peut avoir des équipes qui prennent plus de temps pour accompagner au démarrage, pour faire du temps en binôme, pour faire de l'évaluation de profil, etc. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que l'impact, il est que peut-être le recrutement ou le coût du non-recrutement, en fait, il va diminuer, quoi. Et ok, merci beaucoup pour déjà ces retours. Concernant, parce que ça aussi on en parle très très souvent, concernant l'absentéisme et l'absentéisme des auxiliaires de vie et aussi l'astreinte du week-end, est-ce que vous avez eu des changements ou pas? Est-ce qu'il y a un avant et un après sur ce registre-là, l'absentéisme et l'astreinte? Alors, me concernant sur l'absentéisme, oui, ça a été assez brutal. C'est-à-dire, en fait, on s'est transformé en 2020. Quand on a comparé le taux d'absentéisme 2021 par rapport à avant, il y a eu une baisse de 5%. Donc, clairement, on était assez au-dessus de 20% d'absentéisme. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 15-16%. Ça a été brutal, ça a été d'un coup. Maintenant, on plafonne, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à baisser. On reste sur ces taux-là, mais en tout cas, ça a été assez brutal. Et alors après, il y a toujours des débats sur le coût de l'absentéisme, combien ça coûte, le coût indirect, le coût direct, le coût indirect. De ce que j'ai compris, on a à peu près 1% de masse salariale par point d'absentéisme. Bon, c'est un peu discuté. Donc, potentiellement, on pourrait dire qu'on a gagné 5% de masse salariale. C'est difficile de comparer, comme le disait Arnold, mais en tout cas, voilà, c'est un fait. Et surtout, ce qui est difficile à mesurer d'un point de vue financier, mais c'est que notre absentéisme a peu baissé sur l'absentéisme de longue durée. C'est-à-dire que les gens ont arrêté depuis 6 mois, globalement, il n'y a pas trop d'évolution là-dessus. Par contre, l'absentéisme de courte durée, les arrêts de moins de 7 jours, ont drastiquement diminué de plus de moitié. Et c'est surtout ça qui, d'un point de vue organisationnel, est hyper compliqué à gérer, les arrêts de courte durée. Après, ta deuxième question, c'était sur l'astreinte. L'astreinte le week-end, notamment. Alors là, l'astreinte le week-end, je crois qu'on avait fait la mesure, on a diminué de plus de moitié, quoi, quelque chose comme 60% en moins de nombre d'appels d'astreinte. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins d'appels. Ouais. C'était dans cet ordre de grandeur-là. D'accord. Ok. Merci. Là, c'est assez concret, même si effectivement, il faut toujours être prudent avec les chiffres, mais c'est quand même concret. Chez toi, Arnold, qu'est-ce que… Alors, l'absentéisme, nous, deux constats, c'est que c'est pareil, toujours des éléments assez difficiles à comparer, mais on a eu un absentéisme qui a été stabilisé notamment sur les années, sur la période de Covid. On était à 17 en 2020, on était à 15 en 2021. Donc, le constat qu'on pouvait faire, c'est que même sur des contextes un peu complexes, où il y a peut-être encore plus de problématiques de recrutement, on arrive à stabiliser les effectifs. Bon, je rebondis aussi sur les arrêts de courte durée qui ont drastiquement diminué sans qu'on les ait mesurés, mais voilà, on perçoit. Sur ce qui est plutôt des astreintes, deux impacts au niveau des astreintes, c'est la charge de travail qu'elles vont pouvoir engendrer, notamment sur les fonctions de support ou administratives le lundi matin ou peut-être l'impact sur le vendredi après-midi. Où nous, aujourd'hui, les astreintes, c'est juste un récapitulatif de ce qui a été décidé par des équipes le week-end. Ce n'est pas une charge de rappeler parce qu'il n'y a eu personne, telle ou telle chose qui a dysfonctionné, et donc il faut rappeler en urgence tel partenaire. Donc il y a en même temps
et peut-être surtout, c'est que l'impact du fonctionnement en équipe autonome fait que les astreintes ne sont plus une répercussion sur un temps administratif. C'est-à-dire que le lundi matin, les coordos de Vivat démarrent leur journée par rapport à un programme qui est planifié sur la semaine. Elles ne font pas le lundi matin à gérer toutes les répercussions négatives des problématiques liées à l'astreinte du week-end. Voilà. Donc, il y a peut-être ça qui a un avantage. Alors, je sais qu'il y a pas mal de questions. Je te laisse, Thibaut, éventuellement nous faire rebondir par rapport à ça. Ouais, okay. Ouais, ça me permet de rebondir un peu parce que tout à l'heure, quand tu as dit que ton encadrement, Arnold, avait pas mal évolué, il y a eu pas mal de départs notamment. Donc, il y a plusieurs questions qui s'interrogent sur pourquoi ces départs. Donc, ça peut être intéressant que tu répondes. Et dans le même temps, c'est quoi la conséquence finalement de cette nouvelle organisation, pardon, sur l'encadrement? Est-ce que avec le même nombre d'auxiliaires, aujourd'hui, tu as le même besoin en encadrement et comment celui-ci a évolué depuis 2017? Okay. Alors, tout d'abord, en fait, en démarrant sur la transformation, moi, j'étais convaincu que parce que le modèle était bon pour les auxiliaires de vie, il serait perçu comme bon par l'encadrement intermédiaire. Et je m'étais trompé, en fait. Un modèle qui peut être bon pour les auxiliaires de vie n'est pas forcément perçu comme bon aussi par l'encadrement intermédiaire qui peut estimer complètement légitime que des fonctions de responsable de secteur existent. C'est pour ça qu'elles existent, parce que justement, le travail sur le terrain d'une auxiliaire de vie a besoin d'être supervisé. Et ça, je ne l'ai pas bien anticipé sur ce qu'il avait besoin, ce qui avait besoin d'être abordé sur cette réflexion de basculer d'une fonction de contrôle et de direction à une fonction d'appui et de support et de facilitation. Donc, je l'ai mal anticipé, je n'ai pas formé suffisamment mon encadrement intermédiaire, je n'ai pas anticipé du tout les freins aux changements qui pouvaient être exprimés. Et du coup, j'ai eu, entre guillemets, de la casse sur des personnes qui se sont opposées au modèle ou qui ne se sont pas retrouvées dans la transformation. Alors, jusqu'où on peut aller, nous, aujourd'hui, on a un taux d'encadrement, ça représente un peu moins de 10% de notre masse salariale. Moi, le constat, alors je voyais un peu qui gère l'administratif aussi sur la partie RH. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la partie nous, RH, on a complètement digitalisé tous les process, que ce soit signature de contrat de travail, demande de congés payés, modification de contrat, tout se fait à partir du smartphone, les enregistrements d'accidents de travail, des arrêts maladie, etc. Donc, on a une seule personne en fonction RH. Alors, on est à peu près 190 sur le terrain, sans qu'on ait de perception de charge de travail qui soit excessive. Mon sentiment, c'est que un niveau d'autonomie, d'accompagnement, de facilitation assez élevé et un niveau de digitalisation assez poussé peut permettre d'avoir des fonctionnements, enfin des coûts de fonctionnement d'équipe support particulièrement réduits. Mais il faut les deux. Si tu n'as pas la digitalisation, si tu fais tout en papier, tes enregistrements de contrats de travail, tes envois de mutuelles, etc., forcément, tu ne peux pas faire d'économie. Donc, la performance, elle passe bien par l'association du digital et du modèle organisationnel. Non, mais top. Enfin, c'est effectivement aussi convaincu de ça. Il y a des questions, du coup, je rebondis en direct. Et après, pour ceux qui ont posé des questions premières, j'y reviendrai aussi après, bien sûr. Mais là, comme elle traite du sujet, c'est qu'il y en a certains qui s'interrogent dans la salle de si les encadrants n'encadrent plus, ou en tout cas, si leur rôle change, c'est quoi ce qu'ils font aujourd'hui? Du coup, là, on voit que tu as un encadrement qui est plus réduit. Donc, on voit qu'il y a une personne à la gestion admin et les autres encadrants, qu'est-ce qu'ils font précisément? C'est quoi leur rôle a changé? Maintenant, ils sont plus en vertical. Est-ce que tu peux raconter un peu ce qu'ils font, du coup, les coachs? Chez nous, alors deux fonctions d'accompagnement. Donc,
la fonction responsable de secteur, où moi je considérais qui était concerné par des injonctions contradictoires qui n'étaient pas supportables entre les enjeux d'un manager qui devait piloter des professionnels de l'aide à domicile, les incantations des familles ou de personnes fragiles qui avaient besoin de quelqu'un ou qui avait un comportement clientéliste assez élevé, et puis les enjeux de rentabilité ou d'efficacité d'une structure pour optimiser des plannings, etc. Ces trois injonctions, constat que j'avais fait, c'est que c'était insupportable pour les professionnels. Donc, il fallait absolument les scinder. Et donc, on a, nous, notamment, créé deux fonctions, qui est une fonction de coach facilitateur. Donc, c'est une personne qui aide les équipes à s'organiser, à prendre les décisions, qui accompagne leur fonctionnement au quotidien. Et une fonction qui est plus associée à anciennement le responsable de secteur, qui est une fonction de coordination médico-sociale et qui est d'accompagner la relation entre une équipe d'auxiliaires de vie auto-organisée et son écosystème, donc la famille chez qui ils interviennent, les différents partenaires médico-sociaux, etc. Mais en fait, il n'y a plus d'interface, c'est-à-dire que la coordo n'est pas responsable, ne choisit pas l'auxiliaire de vie qui intervient, elle facilite la connexion entre les deux. Les auxiliaires de vie sont tout à fait capables de s'organiser pour limiter le nombre de personnes à domicile, gérer leur emploi du temps et optimiser la relation d'aide au domicile de la personne. Voilà. Et j'évoquais sur qui nous fait des évaluations ou autres. Nous, tout va dépendre de l'enjeu de la situation. Les situations complexes qui ont besoin de coordination sont réalisées par nos coordos médico-sociales, souvent réalisées en binôme avec une auxiliaire de vie qui sera la référente ou qui va pouvoir directement échanger sur les plannings prévisionnels au sein de sa propre équipe. Et lorsqu'on a des évaluations plus simples d'entretien de la maison, c'est une des auxiliaires de vie de l'équipe qui se déplace pour pouvoir directement apporter les informations à la famille et organiser la prestation. Merci beaucoup. Arnaud, chez toi, sur l'encadrement, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment l'encadrement a évolué à la vie? Tout à l'heure, tu as bien résumé les choses en disant en fait, leur rôle a évolué. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre intermédiaire, on a envie de dire, oui, le poste de cadre intermédiaire en tant que tel, il n'existe plus aujourd'hui. Par contre, d'anciens responsables de secteur chez nous sont soit devenus coachs, soit sont partis, effectivement. Nous, on avait pris le pli quand on a démarré la transfo de licencier personne. C'est-à-dire, on ne dit pas, voilà, les postes disparaissent, merci, au revoir. On a dit, on va juste organiser autrement. Bon, force est de constater qu'on a fait un peu le même constat qu'Arnold, c'est-à-dire que certaines personnes en place étaient très adaptées au modèle et se sont hyper bien adaptées et se sont beaucoup plus retrouvées. D'autres s'y sont pas retrouvées parce qu'il y avait un enjeu essentiellement autour du pouvoir, c'est-à-dire que quand je suis responsable, j'ai une relation de pouvoir qui est quand même de base assez forte. Et si j'arrive pas à me détacher de ça, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, il y a des personnes pour qui ça n'a pas marché. Et donc, certaines personnes sont effectivement parties. Et à chaque fois que quelqu'un est parti, on n'a pas forcé les départs. Et ça n'a pas non plus été la panacée comme chez Arnold, la moitié des personnes sont parties. Ça a été beaucoup plus doux, beaucoup moins intense là-dessus. Mais n'empêche que, voilà, au fur et à mesure des départs, on s'est interrogé, tiens, est-ce qu'il y a lieu ou pas de remplacer le poste en tant que tel. Et force est de constater que quand je suis arrivé en 2019 à la MFAD, on était 21 dans les fonctions de support, tout compris, c'est-à-dire fonctions d'encadrement et fonctions plus process, compte RH, etc. Et aujourd'hui, on n'est plus que 13. Voilà. Et est-ce que perception charge de travail, c'est pas 13 personnes qui ont pris le travail de 21, quoi. La perception du travail est beaucoup moins importante qu'avant. Avant, c'est-à-dire on était 21, ça aurait été inimaginable qu'on soit 20. Inimaginable. Aujourd'hui, à 13, on se dit, il y a une collègue qui est absente, pas de problème, on gère. L'idée vraiment, et je parle aussi un peu comme... on a été témoin de pas mal de transfo, donc on a un peu de recul aussi par rapport à ça. Pour ceux qui abordent le sujet, moi j'ai jamais vu, parce que c'est évidemment pas le but, une structure licenciée, c'est les cadres intermédiaires. Moi je l'ai jamais vu et je pense qu'il y a
je pense que personne n'y a songé. Seulement, c'est vrai que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir moins de besoins ou des besoins différents, eh ben, ça permet, si la structure, le nombre de prises en charge augmente et le nombre d'accompagnement augmente, bah, de pouvoir justement, avec la même structure de support, de pouvoir accompagner plus d'auxiliaires, si jamais le nombre d'accompagnements augmente. Et dans certains cas, parce que là, vous parlez tous les deux de votre turnover, mais le turnover, ça existe pour des structures en transfo, mais ça existe aussi pour des structures qui ne sont pas en transfo. Donc, il y a un turnover qui est naturel, on va dire, dans notre secteur. Et voilà, et ce turnover permet justement de questionner à chaque fois le rôle de chacun. Je voulais aborder un autre sujet aussi. Alors, je vois les questions qui continuent à arriver, et merci beaucoup. Je voulais, avant d'arriver sur les questions, je voulais parler justement peut-être dans ton pansement. Qui dit équipe autonome ou sur le chemin de l'autonomie, dit aussi équipe sectorisée, pardon, donc qui intervient sur un secteur géographique donné. Et donc, est-ce que vous avez enregistré ou été témoin d'une baisse des trajets, du nombre de kilomètres depuis quelques années dans vos équipes? Je vais peut-être commencer sur le sujet, parce que pour le coup, c'est assez mesurable et pour le coup, assez simple. En fait, on a repris là sur l'année 2022 le nombre de kilomètres qui ont été faits par heure prestée. Et on l'a comparé avec 2019, 2020, 2021. Ce qu'on regarde, c'est aujourd'hui 2022, le nombre de kilomètres du coup par heure prestée, vraiment, il est de l'ordre de 15% inférieur à 2019, donc vraiment avant notre transformation. Donc on a réduit du coup, on va dire 15% le nombre de kilomètres réalisés à heure égale. Parce que si on regarde en volume, ça peut varier, mais en tout cas, à heure prestée égale, on est sur l'ordre de moins 15%. Avec, du coup, on peut dire, du coup, ça réduit à la fois forcément le nombre de kilomètres payés, ça réduit le temps de trajet, et ça réduit aussi le coût en termes d'impact écologique. Et ça, Bien sûr. j'y suis attaché. Bien sûr. Chez toi, Arnold, vous avez un peu mesuré ça ou il y a des... Ouais, nous on l'a mesuré parce que en fait, on s'est attaché déjà à identifier ce qu'on appelle les heures improductives, d'essayer d'identifier ce qui pouvait être donc notamment les heures internes et les heures d'intertrajet ou de déplacement. Donc, pour donner trois idées de repères, donc nous, on a besoin que 84% des heures des bases contrats soient prestées pour fonctionner. Et après, on a deux indicateurs, c'est de limiter les heures internes à 4% des bases contrats et les heures d'intertrajet, on va dire maximum à 6. Donc, c'est-à-dire, on a après, voilà. Et donc, deux choses. C'est là, par exemple, sur les 3 dernières années, on a nos heures d'intertrajet qui ont diminué de 25%, parce qu'on a continué. L'avantage du travail en équipe autonome, c'est que on peut continuer, quand on se développe, à sectoriser. Donc, plus on se développe, plus on réduit les déplacements des professionnels. Donc, c'est quelque chose qui est très vertueux. Et puis, l'autre élément, c'est que la pratique même des équipes autonomes permet, sur certains territoires, d'avoir, alors bien sûr, les territoires où il y a des transports en commun, la question ne se pose pas, mais des territoires qui n'ont pas forcément de transport en commun, mais où vous pouvez avoir des équipes qui sont capables de travailler sur une commune en vélo ou d'avoir des zones d'intervention particulièrement réduites parce qu'ils savent travailler sur on va dire une zone de chalandise concentrée, quoi. Voilà. Et donc, on a, nous, plusieurs équipes avec que du déplacement doux. Donc, forcément, ça a un impact aussi en termes de... Alors oui, il y a l'impact écologique et il y a l'impact économique des temps de trajet. Et puis, je rajouterais aujourd'hui que, en plus, voilà, on peut y intégrer tout ce qui va être multiplication des risques. Hein. Moins une auxiliaire de vie se déplace, moins de risque de chute à l'extérieur, d'accident de voiture ou autre. Et j'y ajouterai un coefficient de confort, parce que c'est plus une auxiliaire de vie travaille autour de chez elle, plus elle est en sécurité aussi, si elle doit rentrer chez elle,
voilà, un enfant malade, travailler autour de chez soi, c'est quand même plus confortable que de travailler à 30 km en prenant sa voiture. Donc, il y a, à chaque fois, et sur beaucoup de coefficients, on a, OK, il y a des éléments qui génèrent des économies drastiquement, mais on a aussi des éléments qui ne vont pas engendrer de surcoût. Il n'y a pas et qui vont au contraire plutôt limiter les risques liés à des coûts supplémentaires d'absentéisme, d'accidentologie, de fatigue professionnelle, de pression psychologique, etc. Et ça, c'est très compliqué à évaluer, mais en tout cas, le modèle permet de diminuer l'ensemble de ces coûts qu'on a, voilà, un peu inobservables, mais qui sont conséquents. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que on n'est pas dans la pensée simple et on voit qu'un levier spécifique peut avoir des répercussions sur sur plein de domaines. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a une question sur les accidents du travail? Est-ce que, parce qu'on parlait de l'absentéisme, est-ce que les accidents du travail, autrement dit, est-ce que ça a eu un impact sur la sécurité au travail? Je rebondis parce que tu en parlais un tout petit peu précédemment, Arnold. Est-ce que dans les chiffres, vous avez moins daté que précédemment ou, est-ce que vous pouvez l'expliquer par ça? Parce que c'est peut-être pas explicable par ça. Alors, si je garde un peu la main là-dessus, alors j'aurais tendance à dire que c'est là peut-être où pour moi, personnellement, c'est la plus grande désillusion. C'est qu'on a du mal à faire diminuer l'accidentologie. Alors, est-ce que c'est lié au fait que en tout cas, c'est pas lié au fait qu'il y ait plus de comportements à risque, parce que ça, en fait, on arrive à le neutraliser par l'approche collective, on arrive à le neutraliser par la mise en place de moyens supplémentaires. On a mis en place un plan santé, on a des kits, on a développé des responsables sécurité, etc. Est-ce que c'est lié à la pyramide des âges peut-être? Est-ce que c'est lié à la complexité de l'intervention à domicile qui fait que chaque jour peut être une journée différente avec des risques nouveaux, sans doute, mais en tout cas, c'est un des enjeux aujourd'hui forts et pour moi, et justement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comparer. Moi, je n'arrive pas à savoir si un modèle équivalent, est-ce que notre accidentologie qui ne baisse pas, est-ce qu'elle aurait augmenté si on était resté si on avait continué à travailler sans être en équipe autonome ou pas, je ne sais pas. En tout cas, la sinistralité du secteur, ça reste pour moi un énorme problème et un enjeu majeur. Qu'on soit en équipe autonome ou pas, on n'arrive pas à préserver aujourd'hui le capital santé des professionnels. Et ça, c'est pour moi un vrai problème. Et honnêtement, si la solution, c'est qu'on ait beaucoup plus de moyens en termes de formation, disponibilité d'ergothérapeutes, systématiser des équipements, etc. Mais voilà, sinon, les équipes autonomes, pour moi, ne sont pas la solution à ce problème. Et toi, Arnaud, est-ce que tu partages ça? Ouais, même constat qu'Arnold, j'aurais aimé me dire oui, on a baissé les accidents du travail. Le fait est que non, pas du tout. Alors pareil, avec la même interrogation, est-ce que si on n'était pas passé en équipe autonome, est-ce que le nombre aurait explosé? Je sais pas. J'ai aucune idée. Oui, bien sûr, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je précise encore une fois les chiffres, il faut être prudent. Il y a une question intéressante, c'est un sujet que je voulais aborder, sur le chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des auxiliaires, des intervenants. Est-ce que sur le chiffre d'affaires, ou je tournerai autrement sur la qualité de l'accompagnement chez les bénéficiaires, est-ce que, là aussi c'est probablement très difficile à mesurer, mais est-ce que vous percevez que les accompagnements sont plus longs parce que avec cette manière de travailler, finalement, on arrive à accompagner, à trouver peut-être de nouveaux modes d'accompagnement, à accompagner peut-être plus longtemps, à faire plus de prévention aussi chez les personnes accompagnées. Est-ce que vous avez vu des choses dans ce sens-là ou pas? Je parle pour la MF, non, on n'a pas constaté de chiffre d'affaires supplémentaire, d'activités supplémentaires. On est plutôt nous un acteur historique du secteur, donc on est plutôt en recul en termes d'activité sur notre secteur d'intervention. Donc de ce point de vue-là, non. Alors
après, tu poses une question intéressante sur l'autonomie des bénéficiaires. Ce que j'ai vu là sur le bilan 2022, c'est qu'on a un taux d'hospitalisation du bénéficiaire qui est moins important qu'avant. Alors, toujours avec question importante, est-ce que le développement des équipes autonomes a eu un effet direct sur le non-recours à l'hospitalisation des bénéficiaires? Moi, mon sentiment, c'est que oui, mais bon, je peux pas, enfin, voilà, avec une structure de 200 salariés, je ne peux pas en tirer une conclusion générale. Mais en tout cas, mon sentiment, c'est que oui, il y a un effet de corrélation entre les deux. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que là, on a fait un peu le tour des questions et on en a pris au vol. Est-ce que, alors, là, j'ai commencé à faire le tri. Alors, j'ai un peu été pris par mon jeu des questions, puisqu'on en a une grosse trentaine, donc on n'aura peut-être pas le temps de toutes les voir. Mais est-ce que, on parlait des outils tout à l'heure, est-ce que, à l'instar un peu des outils, vous avez vu la transformation a posé d'autres questions en termes de coûts supplémentaires ou de coûts en moins sur les pratiques. Donc, on peut parler des outils, on peut parler de la manière de communiquer, la manière de se réunir, peut-être pendant qu'on préparait, je me souviens, cette visio, vous avez parlé de réunions et finalement d'un vrai temps de réunion et de convivialité qui était présent aussi et qui était important. Est-ce que vous voulez rebondir sur des thèmes un peu connexes et qui ont eu un impact économique dans un sens ou dans un autre? Arnold ou Arnaud, comme vous voulez. Moi, sur les impacts économiques, est-ce que travailler en équipe autonome permet des auxiliaires de vie d'avoir des emplois du temps avec plus d'heures non pénibles, donc bénéficier de bases contrats plus conséquentes avec un environnement de travail plus confortable? Oui, évidemment. Alors nous, je ne suis pas là la donnée, mais de savoir le nombre de salariés. Alors nous, on est en annualisation du temps de travail, mais sur du temps partiel, pas sur du temps plein, mais sur le nombre de salariés qui sont au maximum sur 144 heures chez nous, ça a dû augmenter, ça a augmenté aussi très largement parce que voilà, on peut permettre plus facilement du quasi temps plein et avec des prestations, du temps de travail non pénible. Donc, est-ce que ça a un impact social positif? Oui, évidemment. J'avais vu aussi une petite question sur l'impact sur l'équilibre vie pro, vie perso. Bon, on peut imaginer aussi tout ce que ça peut apporter d'une dimension sociétale, le fait de rendre c'est un public qui reste assez féminin, mais à rendre la possibilité de s'organiser assez facilement si un enfant est malade, s'il y a une intervention, s'il y a besoin de voir un médecin, etc., ce que ça peut apporter, et sur un élément de vie perso, et puis en même temps, et sur le fait de reprendre un peu main sur son destin, de pouvoir se réapproprier à un moment. On me fait confiance, donc cette confiance, je m'en sers aussi dans ma vie privée pour faire une demande de logement, pour faire autre chose. Ces niveaux-là, cet impact social qui n'est pas mesuré, mais qui existe aussi. Et après, juste pour faire un petit mot sur l'attractivité, aujourd'hui, pour donner envie de rejoindre une structure d'aide à domicile, le discours d'un directeur de structure ou d'un commercial, le discours d'une auxiliaire de vie, ça a une autre puissance. Donc, quand vous avez les auxiliaires de vie aujourd'hui, par exemple, sur les enjeux de recrutement qui vont elles-mêmes dans des écoles expliquer comment elles travaillent, qui vont elles-mêmes intégrer ou tutorer les futurs jeunes qui vont rejoindre leur équipe, où ils vont, eux, savoir tout de suite avec qui ils vont travailler et où, vous avez, sur l'enjeu du recrutement, vous avez quand même des éléments de réponse qui sont intéressants. Votre coût de recrutement, il va être plus quali et il va être moins coûteux. Arnaud, tu veux rebondir? Ouais, alors en fait, je voudrais rebondir en fait sur l'impact sociétal de la transfo en termes de coûts, mais pas que.
aujourd'hui, tu vois, ce matin, j'ai discuté avec une auxiliaire de vie ici et elle disait ouais, bah, maintenant, j'ai 2 demi-journées en plus de dispo par semaine par rapport à avant. À basse contrat égal, hein, à basse contrat égal. Mais vraiment dispo, c'est-à-dire à moi, je sais que je ne vais pas être appelé, etc. Et je trouve que ça, en termes d'impact sociétal, c'est énorme, notamment pour du public féminin qu'on accueille. Tu vois? Est-ce que, alors, là, merci beaucoup pour ce témoignage, et c'est vrai que ça nous rappelle aussi pourquoi on le fait. Il y a plusieurs questions dans le chat sur la rémunération, justement, des auxiliaires qui voient leur travail évoluer, leur travail changer. Est-ce que vous avez, des réponses? Est-ce que vous avez été sollicité pour ça de la part de vos auxiliaires? Ouais, c'était une des grandes questions au départ, avant d'y aller. Première question posée, c'était On va est-ce que si gagner on en fait plus, est-ce que si on en fait plus, on sera payé plus? Ouais. Tu l'as eu, Arnaud? Oh bah, on n'a eu que ça au départ. Non, en fait, ça a été une grosse question au départ, mais en fait, après, une fois qu'on était lancé, on ne se l'est même plus posé et plus personne ne se la pose aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, tu restes voilà, avec ta grille classique d'auxiliaire de vie, certes insuffisante, mais qui est, voilà, c'est un fait. Et la question ne se pose pas de. En fait, les personnes ne voient plus les choses comme ça parce qu'elles ne voient plus ça comme du plus. C'est-à-dire les rôles que j'ai en plus, pour moi, c'est pas du plus en fait, ça fait partie de mon métier. Ça fait partie de mon métier d'auxiliaire de vie, de m'occuper de la vie de l'équipe. Ok. Nous, donc sur cette question qui est assez naturelle, alors il y a deux éléments sur la politique de rémunération. Moi, je voudrais positionner aussi les réflexions sur les équipes autonomes. Ça s'inscrit aussi dans des volontés de simplifier les environnements administratifs, simplifier les modes de fonctionnement dans les entreprises. Donc nous, par exemple, on a harmonisé toute notre grille de rémunération et toutes les auxiliaires de vie, en fonction de leur ancienneté, ont la même rémunération. Il n'y a pas de négociation individuelle sur les RMU. Elles travaillent dans une équipe, gagnent toutes en gros la même chose à diplôme égal. Et on considère que s'il y a un problème dans l'équipe, ben, il faut qu'elle le règle. Il n'y en a pas une qui doit gagner plus que l'autre parce qu'elle aurait une raison, etc. Et par contre, on a pris aussi la décision de pouvoir considérer que les salaires doivent augmenter régulièrement et que tant qu'on sera en capacité de le faire, nous, il reste indexé sur le SMIC, donc on augmente les salaires régulièrement. Sur le fait de est-ce qu'on est payé plus pour travailler plus, la condition, enfin nous, le sujet a plutôt été de dire est-ce que vous souhaitez être rémunéré pour des fonctions qui vont améliorer votre quotidien? Est-ce que si demain vous préférez choisir la personne avec qui vous allez travailler? Est-ce que bah, oui, ils préfèrent choisir, oui, évidemment. Et est-ce que vous acceptez d'être payé pour ça? Bah, oui, forcément, ils acceptent. Oui, voilà. Et donc, on a vite, oui, l'opposition ou l'interrogation a vite eu ces éléments de réponse à partir du moment où on finance, entre guillemets, ces heures internes. Alors, je voyais un peu l'interrogation sur bah, comment on les finance. Ça, c'est la capacité de financement de la structure, quels que soient les leviers. Donc, c'est sûr qu'à un moment, la possibilité de réduire les structures administratives va permettre de rerouter vers les équipes le financement des heures internes. C'est le financement à partir des fonds propres ou de la structure ou autre. Mais il y a forcément un moment, une décision de réorienter une part des ressources vers le financement des heures internes, tant qu'elles ne sont pas prises en considération au niveau public. Ah, et juste pour compléter, parce que moi aussi j'ai très souvent eu la question sur des auxiliaires, vraiment pour compléter ce que tu dis Arnold, la question n'est pas tant de dire il faut que la fiche de poste comporte telle ou telle tâche précise. La question à se poser, c'est quoi le bon cadre de travail pour engager les auxiliaires dans la durée. Si engager les auxiliaires dans la durée, ça passe par faire plus ou faire différemment, eh ben, ça répond à la question. C'est bien de réfléchir comme ça. Et effectivement, les heures internes aussi, c'est une question qui revient souvent parce que quand on est dirigeant, qu'on envisage de se lancer dans
dans une transfo et qu'on voit qu'il y a des heures internes au bout à financer, alors que la structure de départ financière, et on sait tous, hein, l'équilibre il est assez ténu à trouver, c'est une vraie question quand même qu'on trouve. Donc pour toi, Arnold, les heures internes ou ces heures-là, en plus, elles sont principalement financées par les frais d'encadrement qui baissent. Arnaud, toi, tu as la même réponse ou tu as une réponse différente? Ouais, c'est globalement, moi, ce que j'ai vu quand je compare un peu nos charges d'exploitation avant-après, le modèle économique est différent, mais pas tant que ça. En fait, au niveau des heures internes, on a augmenté de 1%, ce qui est un peu important en volume, mais franchement, avant de me lancer, je m'attendais à une explosion bien pire que ça. Plus 1% des heures internes et plus 1% des autres heures, enfin, d'autres heures improductives qui ne sont pas des heures internes, surtout des heures de réunion. Donc en fait, en tout, ça fait plus 2% d'heures improductives, en tout cas, que nous, on a compensé directement par la baisse des kilomètres. Donc là-dessus, voilà, ça fait flat entre les heures de réunion interne en plus et les kilomètres baissés. Donc en fait, le modèle est différent, mais en fait, en vrai, c'est flat. Et en fait, quand tu disais plus 1%, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez déjà des heures internes et des heures de réunion, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures. Ouais, on faisait des réunions de secteur une fois par trimestre, quand elles n'étaient pas annulées. Mais elles existaient déjà un petit peu. Ouais, un petit peu. D'accord. Mais je trouve qu'en général, c'est vrai que on va dire que peut-être que le modèle, c'est essentiellement des transferts de coûts plus que des gros leviers d'économie. Parce que ce que tu avances, ce que tu avais comme coût de turnover, etc., tu vas peut-être l'avoir moins. Donc, de toute manière, la solvabilité du secteur, tu peux pas transformer radicalement un service d'aide à domicile en machine à business économique avec un tarif socle à 23 balles, c'est pas possible. Donc, tu peux juste avoir des variables d'ajustement que tu fais évoluer positivement. Et ce qui avant était un coût subi, bah, maintenant est plutôt perçu comme une amélioration de gestion et plutôt considéré et plutôt réorienté comme de la rémunération vers les auxiliaires de vie. Bah, ok, c'est le même coût qu'avant, mais maintenant c'est mieux vécu. Et maintenant, ça a des impacts positifs. Donc, je pense qu'on est beaucoup sur ces transferts, en fait. Donc, autrement dit, on dépense à peu près autant, mais l'argent est mieux utilisé. C'est ce que tu es en train de dire un peu. Ouais, mon sentiment, c'est que c'est comme un investissement pour faire une bascule. On fait une grande pirouette. On repart avec des niveaux de performance drastiquement économiques qui sont pas, qui peuvent pas être dingues, mais qui existent quand même, qui existent. Hein, on peut pas les nier. Par contre, on va créer un espace de générateur d'impact positif qui est beaucoup plus puissant. Merci beaucoup. Est-ce que la question un peu bonus pour la fin, là je vois qu'on s'approche de la fin du webinaire, c'est quoi les conseils que vous auriez à donner à une personne qui vient vous voir, qui dirige une association ou une structure, qui doit aller voir son conseil d'administration ou ses actionnaires, ou lui-même d'ailleurs, et qui lui pose la question, bah, c'est super la transfo, mais en gros est-ce que ça va rapporter? Voilà, est-ce que vous avez, alors je pose la question en ayant une idée de la réponse, mais je la pose sans filtre. Est-ce que vous avez une réponse magique à faire à ça? Ou est-ce qu'au contraire, il y a de la pédagogie à faire avec une explication, etc., etc. C'est quoi votre idée? Ma réponse, elle est assez simple là-dessus. C'est est-ce que économiquement on va y gagner? Non. Est-ce qu'on va y perdre? Non. En fait, globalement, on en a parlé, hein, c'est à peu près identique. La structure de coût va être différente, mais ça sera identique. Donc financièrement, on n'y gagnera rien. Par contre, en termes d'impact sur la qualité de vie au travail de nos professionnels, sur la prise en charge de nos bénéficiaires et sur le coût global pour la société, parce que en fait, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'un euro investi par la puissance publique, puisqu'on est un secteur qui reste sous-financé, mais quand même majoritairement financé par la puissance publique, un euro investi par la collectivité est mieux investi aujourd'hui que demain.
est mieux investi aujourd'hui avec les équipes autonomes. En tout cas, moi, c'est ma perception que sans équipe autonome. Ok, merci beaucoup. Et Arnold? Moi, j'aurais tendance à dire il faut voyager, il faut aller voir ce qui se passe. Moi, j'ai vécu l'effet waouh en allant chez Birdsorg. Je sais qu'une structure qui était venue nous voir est repartie avec le même sentiment. Donc, c'est cas de doute, faut aller voir. Et aller voir des gens qui sont heureux de faire leur travail, qui se sentent bien, qui vivent avec la confiance qu'ils avaient, ça fait vachement de bien. Il faut aller voir. Voilà. Effectivement, c'est à quoi je pensais également. Merci beaucoup. Là, on arrive au terme et on voit qu'on a un petit peu débordé. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont dû partir avant ou pour ceux qui voudraient revoir tout ça. On va vous envoyer un replay. Je suis désolé parce qu'on n'a pas du tout, on n'a pas du coup plutôt pu prendre toutes les questions. Il y en a quelques-unes auxquelles on n'a pas répondu. Donc, vous en excuser, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va les garder et on va vous recontacter, on va voir comment est-ce qu'on peut vous répondre. Et d'ailleurs, je voulais transférer aussi Arnaud et Arnold, si vous avez Ce des... n'était pas le thème du comment. Je voyais beaucoup de questions sur le comment. Ouais. Il y a beaucoup de questions sur le On sait bien. Le comment, c'est chacun fait comme il veut. voilà, donc on a répondu aux questions sur le comment. Voilà. Mais malgré tout, voilà, si vous avez je trouve ça important qu'on puisse vous donner quelques éléments de réponse là-dessus. Donc, un grand merci Arnaud et Arnold, parce qu'en plus, on voit que voilà, les réponses étaient vraiment très, très sincères et on n'a pas essayé de vous vendre un truc, parce que la preuve, c'est qu'au final, voilà, on arrive à un bilan dit équilibré. Là, on vous a renvoyé aussi en pièce jointe donc, le compte rendu sur les différents financements à la transformation, des différentes pistes de financement à la transformation. Donc ça aussi, c'est un thème qui a été abordé par le collectif L'Humain d'abord, Karine et Aurélie. Je ne crois pas qu'elles aient pu venir finalement aujourd'hui, mais donc qui était super avec plein de pistes. Donc voilà, merci beaucoup Arnold et Arnaud. Et nous, on vous dit à très bientôt et on est à votre dispo si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, de conseils ou d'accompagnement pour vous aider. Très bonne fin de journée et puis à bientôt.